Bonjour à tous et merci pour votre présence. Je vais commencer ce webinaire par me présenter très brièvement. Je m'appelle Sarah. Je suis actuaire diplômée de l'EURIA et consultante senior au sein de la practice actuariat de PwC. Je cumule un peu plus de 2 ans d'expérience durant lesquels j'ai eu l'occasion de travailler sur divers sujets relatifs à l'assurance de personnes. Un sujet qui a beaucoup animé mon année 2020 a été celui de la prévention des risques, donc une thématique qui s'inscrit totalement dans les différentes mutations du secteur de l'assurance et dont le besoin s'est également montré de plus en plus présent lors de la crise sanitaire que nous traversons. Donc, en effet, la crise, elle a vraiment remis l'accent sur les différents facteurs psychologiques qui participent à une certaine dégradation de la santé et de l'efficacité en entreprise. Et plus généralement, une ambition se dessine de plus en plus chez les actuaires, celle de placer notre métier au service des objectifs liés à la responsabilité sociétale des entreprises et plus particulièrement à la valorisation du capital humain. Et à ce propos, une responsabilité sociétale totalement d'actualité concerne l'absentéisme important causé par les risques psychosociaux, d'où ce choix de sujet de mémoire. Donc, avant de passer à la présentation du mémoire, j'aimerais vous proposer un petit jeu interactif. Je vais vous demander de vous connecter tous sur Mentimeter. Voici le code qui vous permettra d'accéder au questionnaire. Pendant que je vais regarder si vous avez des problèmes de connexion ou si tout va bien dans le chat en même temps. Mais pendant que vous vous connectez, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire. La première question, elle va avoir juste pour objectif de vous échauffer un petit peu, prendre le temps de vous connecter et partager un peu votre vision du terme risque psychosocial. Et ensuite, on pourra passer à un petit quiz. Donc, on fera un tout petit concours interactif. Donc, ce ne sera pas très long puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. La personne qui gagnera sera celle qui aura répondu le plus rapidement avec le plus de bonnes réponses. Donc là, je vois qu'il y a une personne qui a commencé à répondre. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 10 mots, il me semble. Donc, il y a burn-out qui se dessine beaucoup, effectivement. Pas cool. D'accord. Donc, on voit que burn-out, dépression sont des mots qui reviennent assez souvent. Isolement, c'est intéressant. Fatigue mentale, mal-être, stress. Pression, ok. Anxiolytique. Ah, c'est bien, je vois que vous êtes nombreux. Je vais attendre que ça se stabilise un petit peu, puis ça permet à tout le monde de se connecter avant le petit quiz. Est-ce qu'on est bon là? Ça a l'air pas mal, ça a l'air de se stabiliser. Donc, effectivement, les termes qui ressortent le plus, donc dépression, burn-out, stress. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Désorganisation, baisse de motivation, effectivement. On a des nouveaux arrivants. Dur à identifier, c'est vrai, c'est totalement vrai, parce que c'est même une notion qui est difficile à définir d'après ce que dit le ministère du Travail. Mauvais management, dysfonctionnement. Tout à fait. Ah, je vois qu'il y en a encore qui arrivent. Je vais peut-être attendre une petite minute avant de passer au quiz. Alors, je vais en parler un petit peu, le temps de stabiliser un peu les présents. Donc, en fait, voilà, cette première question, c'était pour s'échauffer. Voilà, il n'y avait pas d'enjeu. Pour les prochaines, on va vous demander de rentrer votre nom. Donc là, je vais vous demander vraiment de rentrer votre nom et votre prénom pour qu'on puisse vraiment vous dissocier. Et je vais vous poser 4 questions auxquelles il faudra répondre le plus rapidement possible avec la bonne réponse. Et à savoir que ces questions, en fait, c'est des statistiques qui sont issues des dernières enquêtes de la DARES, donc sur les conséquences de la crise, sur les conditions de travail et les risques psychosociaux.
et sur les indicateurs de santé mentale de l'OMS. Donc, par exemple, si vous voulez vraiment vous placer dans l'enquête, il faut savoir que c'est des réponses qui ont été apportées par un panel d'individus représentatifs de la population française entre janvier et mai 2021. Voilà, voilà. Donc là, je vois qu'on est à 60 participants. Donc, bah, je vais passer au quiz. Ok, je vois qu'il y a presque tout le monde. Ah, top, on a plus de personnes que sur la première. Bon, bah, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Ah, j'attends encore. Bon, allez, je lance le quiz, hein. Donc, première question. Mince. Oula, pardon, excusez-moi. Je vois du direct. On en est où là? Alors, non, excusez-moi. Il y a un petit bug. Answer fast. Donc, selon vous, à combien s'élève la proportion de travailleurs dont les conditions de travail ont été dégradées par la crise sanitaire? Est-ce qu'il s'agit de 21%, 27%, 32% ou 36%? Il vous reste 50 secondes pour répondre, mais là, je vois que presque tout le monde a répondu. Il reste encore quelques petites personnes. Plus que 30 secondes pour les petits derniers. Est-ce qu'on est en dessous des 30% ou est-ce qu'on est au-dessus? Plus que 15 secondes. Et donc, la réponse, eh ben, c'était 32%. Effectivement, donc 32% des personnes ayant répondu au sondage estiment que leurs conditions de travail ont été dégradées par la crise. Et désolée pour ceux qui pensaient que c'était un peu plus. Donc, on va regarder qui a été le plus rapide pour l'instant. Donc, vous pouvez visualiser là les scores. Voilà, bon, on va pouvoir passer à la question suivante. Donc, question suivante. Donc, pareil, il faut être le plus rapide. Donc, selon vous, quelle tranche d'âge est la plus affectée par des états anxieux et dépressifs liés à la situation actuelle? Est-ce que ce sont ceux qui ont entre 20 et 34 ans, ceux entre 35 et 49 ans ou ceux entre 50 et 64 ans? Il nous reste 50 secondes et il reste encore quelques personnes qui n'ont pas répondu. Alors, pour information, cette statistique-là, elle vient aussi de la DARES, hein. Je vous indiquerai si ça vient de la DARES ou de l'OMS à chaque fois. Donc, la première aussi, c'était sur la dernière enquête de la DARES. Plus que 20 secondes. Et donc, la réponse, c'était les 35-49 ans. Et oui, ce ne sont pas les plus jeunes qui souffrent actuellement d'états anxieux et dépressifs, mais plutôt la tranche 35-49 ans. Alors, encore, on va voir qui a été le plus rapide sur cette question. Ah, il y a eu des petits rebondissements là depuis.
Ok, bon, on va passer à la question suivante. Alors, question numéro 3, qui est l'avant-dernière question. Donc, selon vous, lors de quel confinement l'indicateur de dépression mesuré par l'OMS était-il le plus élevé? Est-ce que c'était lors du premier confinement? Est-ce que c'était lors du deuxième confinement? Ou est-ce que c'était lors du troisième confinement qu'on avait un indicateur de dépression le plus élevé? Il vous reste 45 secondes et il y a encore quelques petits retardataires. Donc, pour information, si ça vous intéresse, l'OMS a sorti une étude assez complète sur les indicateurs de santé mentale à l'heure du Covid. Donc, c'est une étude assez intéressante qui montre vraiment sous forme de graphique par vague les proportions d'individus qui étaient concernés en fait par les différents indicateurs. Donc, il y a l'anxiété, la dépression, vous avez aussi la satisfaction de vie, plein de choses comme ça très, très intéressantes et je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Donc, 3 petites secondes. Et donc, le confinement, c'est bien le confinement numéro 2. Bien sûr, donc on a un taux de 22,6%. Donc, il est à noter, une petite remarque comme ça, qu'en fait, le taux était le plus élevé durant toute la période de crise. C'était vraiment entre le deuxième et le troisième confinement où on a observé un léger pic avant de redescendre. Peut-être lié à l'angoisse d'un futur confinement qui s'est malheureusement confirmé. Alors, on revient à nos gagnants. Et voilà pour le classement. Et donc, la dernière question qui peut peut-être tout bouleverser. Donc, dernière question. À votre avis, quel est le facteur de risque professionnel le plus impacté par la crise? Donc, est-ce que c'est la surcharge de travail, les horaires décalés, le manque de coopération et de soutien, les conflits de valeurs, le manque de sens au travail ou l'insécurité d'emploi? Donc, pour information, cette statistique, elle vient de l'ADARES. Donc, dans l'enquête de l'ADARES, en fait, ils mettent plusieurs facteurs de risque professionnel et ils expliquent pour chaque facteur de risque pour combien de personnes ça s'est stabilisé, pour combien de personnes ça semble s'être dégradé et pour combien de personnes ça s'est amélioré également, puisqu'il peut y avoir des impacts positifs dans certains cas. D'ailleurs, est-ce qu'il s'agit d'un impact positif ou négatif ici? À savoir. Il vous reste 20 secondes pour répondre à la question. Et donc, le facteur de risque professionnel le plus impacté par la crise, c'est l'insécurité d'emploi. L'insécurité d'emploi, où 26% de la population déclarent avoir d'autant plus peur de perdre leur emploi qu'avant la crise. Et oui, effectivement, je n'avais pas précisé s'il s'agissait d'un impact positif ou négatif. Alors, l'impact le plus important était bien négatif ici, mais le deuxième dans la liste, c'est un impact positif puisqu'il s'agit du manque de sens au travail. Il faut savoir qu'avant la crise, un Français sur deux déclarait ne pas trouver de sens à son travail. Et lors de la crise sanitaire, donc aujourd'hui, 74% des Français déclarent qu'il n'y a aucun changement sur ce ressenti. 8% estiment que ça s'est aggravé, mais 18% de la population note une certaine amélioration. Donc, sur les autres facteurs, je vais vous donner quelques chiffres aussi parce que je les trouve assez intéressants. Donc, sur la surcharge de travail, 21% des Français estiment que ça s'est dégradé de leur côté. Sur les horaires, 11% des Français
déclarent avoir des problèmes d'horaires décalés bien plus graves qu'avant la crise. Et en revanche, sur le sentiment de coopération et de soutien au travail, 6% estiment que, enfin 7% estiment que ça s'est amélioré. Il y a plus de gens qui trouvent que ça s'est amélioré que de gens qui trouvent que ça s'est dégradé finalement. Donc voilà, on va pouvoir voir le classement final et le regagnant de ce tout petit jeu. Et voilà, bravo à vous. Du coup, je vais pouvoir repasser à la présentation du mémoire. Donc voilà, là, je vous ai présenté quelques statistiques propres aux risques psychosociaux. Mais le sujet traite beaucoup de l'absentéisme puisque c'est un impact qui a été assez flagrant de manière générale, mais encore plus lors de la crise. Et donc, tout d'abord, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les arrêts de travail en France présentent un enjeu financier important pour les acteurs du secteur public. En effet, les dépenses relatives aux indemnités journalières en cas d'arrêt de travail ne cessent de croître depuis plusieurs années, notamment ces 5 dernières années où on observe une croissance de 15,4%. En particulier, de 2018 à 2019, le taux de croissance de ces dépenses est de 4,5%. Alors, pourquoi cette donnée est énorme? Tout simplement parce que les indemnités journalières ont pour assiette de calcul la masse salariale qui présente un taux de croissance 2 fois plus faible. Du côté des organismes du secteur privé et donc des assureurs, l'amplification des arrêts de travail a pour conséquence un recours plus fréquent aux indemnisations proposées par les contrats de prévoyance, ce qui peut entraîner une dégradation des résultats techniques des assureurs qui perdent en rentabilité et se voient même alors dans l'obligation d'appliquer des majorations sur les cotisations des assurés. Donc, outre ces enjeux financiers, les arrêts de travail en France sont également source de difficultés d'organisation et de performance. Donc, si la perte de production engendrée par les arrêts de travail peut s'estimer à 108 milliards d'euros, soit un peu moins de 5% du PIB, on peut également exprimer cette perte en nombre d'heures de travail pour se rendre compte des enjeux de performance dans les entreprises. De cette manière, on remarque que les entreprises du secteur privé, qui représentent un peu plus des 3/4 des actifs en emploi en France, sont les plus touchées puisque ces arrêts de travail représentent pour elles une perte de 125 heures par an, ce qui représente plus de 3 semaines de production. Mais alors, vous me direz, oui, mais certaines absences sont inévitables. Alors, tout à fait, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un grand nombre d'entre elles relèvent de l'absentéisme, terme qui va être utilisé pour qualifier les absences qui auraient pu être évitées par une stratégie de prévention optimale. Donc, pour appuyer ces arguments, plusieurs avis d'experts seront présentés, construits à partir du retour d'expérience de Réalto, donc une ancienne filiale de la SCOR, spécialisée dans l'analyse des solutions de bien-être au travail. Donc, je tiens d'ailleurs à faire un petit coucou à M. Christian Mingui, puisque cet avis d'expert, il a vraiment été porté par sa parole et j'ai beaucoup apprécié travailler avec lui. Et c'est vraiment lui qui a été au cœur des différentes statistiques que vous pourrez voir dans mes travaux. Et donc, Réalto réalise chaque année une enquête sur les arrêts de travail en France. Et donc, celle de 2019 permet de montrer que la proportion d'arrêts de travail ayant pour cause une exposition à un ou plusieurs risques psychosociaux est non négligeable, puisqu'elle était de 23% en 2019, par exemple. Une solution de plus en plus envisagée pour pallier à ces enjeux présentés précédemment se trouve dans le renforcement de la prévention. Ainsi, une étude de Harvard-MIT met en évidence qu'adopter une démarche de bien-être au travail a pour conséquence des salariés bien plus efficaces, bien plus créatifs, mais surtout 2 fois moins malades et 6 fois moins absents. Maintenant, se pose la question de savoir quel type de démarche adopter dès maintenant pour obtenir des évolutions rapides. À ce propos, le retour d'expérience construit à partir des avis des DRH et salariés français met en évidence un besoin important en entreprise, celui de l'accompagnement au retour à l'emploi pour éviter les risques de rechute et les arrêts de longue durée. En d'autres termes, on pourrait construire une stratégie de prévention dont le mécanisme consisterait à atténuer l'absentéisme par la réduction de la durée des arrêts de travail. Un autre constat assez fort a été relevé par notre expert. Les assureurs sont les derniers interlocuteurs des entreprises pour aborder les problématiques d'absentéisme et la mise en place de dispositifs de prévention. Et pourtant, la prévention fait partie des responsabilités sociétales des assureurs qui se doivent de sensibiliser leurs assurés aux risques auxquels ils sont exposés.
De plus, même si dans la situation actuelle, le coût de la prévention ne sera pas porté par l'assureur, il reste assez important pour lui d'accompagner les entreprises par le biais de services supplémentaires qui peuvent se décliner en nouvelles offres d'assurance face à une concurrence de plus en plus agressive. Ainsi, un potentiel rapprochement entre les assureurs et les entreprises dans cette démarche d'atténuation de l'absentéisme permettrait de construire un modèle gagnant-gagnant. Sans compter le fait que les actuaires ont à leur disposition un grand nombre d'outils de modélisation permettant de répondre à la problématique suivante: comment maîtriser l'apparition des risques psychosociaux dans un portefeuille de prévoyance collective et atténuer leur impact sur l'absentéisme. Donc, pour répondre à cette problématique relevant de la santé mentale, ce mémoire propose une démarche opérationnelle en 4 étapes, commençant par l'identification des facteurs de risque, puis une analyse de la sinistralité en portefeuille, afin de définir le champ d'application de la stratégie de prévention, pour enfin en assurer le pilotage. Donc, les différentes étapes de cette démarche reposent sur la modélisation du maintien en arrêt de travail d'un portefeuille de prévoyance collective. Donc, avant toute chose, la loi de maintien en arrêt de travail a été construite et servira d'outil dans l'estimation de l'impact de la stratégie de prévention des risques. Donc, pour ce faire, suite à la réception des données de l'organisme d'assurance, un gros travail de retraitement et de contrôle de cohérence a été réalisé afin de construire une base de modélisation fiable dans laquelle une ligne va correspondre à un arrêt de travail. Donc, ces données ont une particularité importante soulignée par la présence de censure et de troncature. C'est pourquoi l'estimateur des taux bruts qui a été utilisé est celui de Kaplan-Meier, qui permet d'obtenir les taux présentés ci-contre. Donc, ces taux étant particulièrement erratiques, un lissage a été réalisé à partir de la méthode de Whittaker-Anderson. Donc, cette étape, elle permet alors de construire la table de maintien en arrêt de travail, qui est une table bidimensionnelle exprimant la population restante en arrêt de travail en fonction de l'ancienneté dans l'État et de l'âge à l'entrée. Enfin, pour vérifier la cohérence de la loi construite, un backtesting a été réalisé à partir des prestations renseignées dans la base de données et du calcul des provisions mathématiques. Donc, la construction de la table d'expérience est un travail assez long et laborieux, mais qui était très important dans le cadre de ce mémoire, puisque la table d'expérience va vraiment être l'outil qui sera au cœur de l'estimation de l'impact du plan de prévention. D'où l'importance de réaliser un lissage optimal et de challenger les résultats obtenus à l'aide de la théorie relative au provisionnement du risque incapacité. Donc, en ce qui concerne le lissage, la méthode de Whittaker-Anderson a pour principe la combinaison de 2 critères dont la somme va être à minimiser. Donc, le critère de fidélité s'exprime comme la somme pondérée des écarts entre les valeurs lissées et les taux bruts de Kaplan-Meier. Donc, plus les taux sont proches des observations et plus sa valeur va être faible. Donc, le critère de régularité, quant à lui, se décompose en 2 indices, donc un indice de régularité horizontale et un indice de régularité verticale. Donc, il faut intervenir tous deux un opérateur différence qui permet de prendre en compte les écarts d'un taux lissé à un autre. Donc, les 2 indices correspondent alors à la somme des carrés des opérateurs différence pour tous les âges et toutes les anciennetés. Donc, une fois que les critères sont définis, il reste à exprimer la fonction à minimiser. Donc, la méthode de Whittaker-Anderson, elle introduit dans cette fonction 2 paramètres permettant de prendre en compte l'influence entre les différents critères. Donc, on peut noter que plus alpha et bêta vont être faibles et plus l'optimisation portera sur le critère de fidélité et vice-versa. Donc, le problème étant bidimensionnel, il requiert une résolution matricielle dans laquelle chaque intervenant dans le processus d'optimisation sera décliné sous forme d'une matrice dont les dimensions dépendent des optimums de l'âge et de l'ancienneté dans l'État. Donc, une fois que chaque composante est exprimée sous forme matricielle, l'expression de la fonction à minimiser peut être réécrite et elle permet de déduire l'expression des taux lissés qui est la suivante. Donc, cette expression, elle fait intervenir un quadruplé de paramètres correspondant à l'ordre vertical, l'ordre horizontal et leurs indices de pondération respectifs. Donc, dans le cadre de l'étude, il était assez important de mettre en place une technique permettant d'obtenir un lissage dit optimal, car la table va subir quelques déformations lors de la mise en place de la stratégie de prévention. Donc, une méthode assez classique pour valider le lissage consiste à réaliser plusieurs simulations et à s'appuyer sur un critère visuel par rapport au caractère erratique des taux lissés. Néanmoins, on se rend compte qu'en fait, cette méthode, elle atteint rapidement des limites puisqu'il est difficile d'approcher des indices de pondération précis, mais plutôt qu'on peut définir un intervalle dans lequel le lissage va être optimal. Donc, c'est pourquoi une méthode a été implémentée et repose sur le critère de l'espérance de maintien en arrêt de travail.
Ainsi, on va calibrer une série de paramètres à tester et par le biais d'une grid search, on va exprimer l'erreur quadratique moyenne relative à chaque quadruplé de paramètres. Donc, cette erreur, elle est calculée à partir de l'espérance de maintien résiduel empirique, exprimée avec les taux de Kaplan-Meier, et l'espérance de maintien ajustée est exprimée avec les taux obtenus par la méthode de Whittaker-Anderson. Et donc, finalement, le quadruplé qui a été retenu correspond à celui qui aura la RMSE la plus faible. Donc, deux méthodes ont été mises en place. Une méthode déterministe qui permet de valider la plage de données prédite par le critère visuel, et une méthode stochastique qui permet d'affiner cet intervalle et d'obtenir un quadruplé précis en introduisant de l'aléa dans les critères de pondération. Donc la heatmap suivante, relative à cette deuxième technique, montre que le quadruplé qui minimise l'erreur quadratique moyenne, associée au critère d'espérance de maintien résiduel, est donc le suivant, et c'est celui qui a été retenu pour la construction de la table de maintien en arrêt de travail. Donc à présent, il semble pertinent de valider cette loi. Et pour ce faire, on utilise la théorie relative au provisionnement du risque incapacité. Donc, le principe repose sur l'estimation des réserves que va constituer l'assureur pour les futurs sinistres. Et donc, la provision mathématique correspond au montant actualisé probable des rentes à venir. Donc, l'expression de la provision associée à la garantie arrêt de travail fait intervenir les effectifs renseignés dans la table d'expérience, la durée en arrêt de travail, le taux technique mensuel, et le taux de frais de gestion des prestations considérées. Donc, la comparaison des provisions ainsi calculées avec le montant de prestations prévues pour les contrats considérés met en évidence que les deux grandeurs présentent les mêmes tendances et restent relativement proches, malgré certains écarts qui restent assez faibles d'après l'étude des Boni-Mali. Donc, maintenant que les différents outils ont été construits, nous pouvons passer à l'application opérationnelle de la stratégie de prévention. Donc, tout d'abord, l'approche consiste à identifier les facteurs de risque en fonction de la situation de l'assuré afin de définir un périmètre d'application pour le futur dispositif de prévention. Dans le cas présent, cette identification a été réalisée par le biais de construction de profils de risque qui dépendent du sexe, de l'âge et de la catégorie socio-professionnelle. Donc, le principe repose sur l'utilisation de données externes provenant des réponses au sondage de la DARES et de l'INSEE. Les jeux de données comportaient environ 24 000 lignes et chaque ligne correspond à un profil d'assuré. Dans le cadre de ce mémoire, deux exemples ont été proposés, donc un premier sur le burn-out et un autre plus général recouvrant l'ensemble des risques psychosociaux auxquels un individu peut être confronté dans son environnement de travail. Sur cette deuxième application, l'objectif était de construire un jeu de données avec tout type de risques psychosociaux, ce qui peut s'avérer être assez subjectif. C'est pourquoi la construction repose sur l'avis de l'expert Rialto, permettant de réaliser une segmentation des risques en 3 classes, que sont les suivantes, et qui ont été alimentées par les variables extraites de l'enquête de la DARES et de l'INSEE. Donc, les jeux de données ayant été construits par identification des différents facteurs de risque, on va pouvoir passer à l'étude de la sinistralité relative aux risques psychosociaux dans notre portefeuille. Autrement dit, cette étape va vraiment permettre de faire le lien entre la base de données construite précédemment avec les données open source et le portefeuille de prévoyance collective. Donc, les jeux de données construits précédemment ont servi à la création d'une maquette de calcul de probabilité d'exposition aux risques psychosociaux. En effet, grâce à la théorie des sondages, les réponses à chaque question sont assimilables à des variables de Bernoulli. En d'autres termes, pour chaque risque considéré, une agrégation des données a été réalisée en tenant compte du caractère ordinal des variables, de sorte à obtenir une probabilité d'exposition par profil considéré. Ces profils étant similaires au profil des assurés du portefeuille de prévoyance collective. Donc, chaque ligne du portefeuille d'assurance se verra enrichie de la probabilité d'exposition aux risques psychosociaux considérés. Donc, vous pouvez voir ci-contre un petit aperçu de la maquette correspondant au risque de burn-out. Maintenant, dans un cas plus réaliste, une personne peut très bien être soumise à plusieurs risques en même temps. En d'autres termes, les classes de risques définies précédemment ne sont pas indépendantes et calculer la probabilité de l'union de ces risques n'est pas un exercice trivial. Donc, afin de prendre en compte les différentes interactions entre les risques, la probabilité d'exposition est calculée à l'aide de la formule du crible, permettant de prendre en compte tous les cas possibles d'interaction. Donc, si cette méthode peut paraître assez atypique, finalement, elle ressemble à une démarche actuarielle assez classique, donc celle du calcul de SCR. Par exemple, lorsqu'on calcule le SCR marché, on va identifier les sous-modules correspondants aux facteurs de risque de marché identifiés par le IOPA et on va agréger les montants de chaque segment par rapport à la matrice de corrélation
qui permet de prendre en compte les effets de diversification. Donc ici, quand on utilise la formule du crible, on prend en compte les liaisons entre les différents facteurs de risque, ce qui revient à adopter une logique assez similaire finalement. Donc les données externes utilisées dans le cadre de cette étude proviennent de l'enquête représentative des 25 millions d'actifs en emploi en 2016. Et pour rappel, l'avis d'experts nous indiquait qu'en 2016, 27% des arrêts de travail comptabilisés en France avaient pour cause une exposition à au moins un risque psychosocial. Donc, comme on peut le voir dans le tableau suivant, chaque ligne de la base de données assureur va être complétée par une probabilité d'exposition. Donc, afin d'estimer la sinistralité totale relative aux risques psychosociaux, on va alors réaliser un tirage aléatoire correspondant à une loi de Bernoulli calibrée sur les probabilités d'exposition par profil. On peut donc isoler ces lignes identifiées pour pouvoir leur appliquer notre stratégie de prévention. Donc, pour mesurer directement l'impact du dispositif de prévention, il faudrait pouvoir mesurer l'écart de sinistralité entre le moment où la stratégie a porté ses fruits et le moment où elle avait été mise en place, ce qui supposerait que seul le plan de prévention aurait impacté la sinistralité observée. Ce qui n'est pas tout à fait réaliste parce que dans la réalité, d'autres facteurs exogènes peuvent impacter également la sinistralité, comme des actions externes ou des modifications du comportement de l'assuré, par exemple. Autrement dit, quantifier l'impact introduirait un biais difficile à estimer. Donc, l'approche proposée ici consiste à s'appuyer sur l'avis de notre expert qui met régulièrement en place des plans d'accompagnement au retour à l'emploi et qui observe une réduction de la durée de travail allant de 30 à 60 jours. Donc, 3 scénarios ont alors été implémentés afin de mesurer l'impact du dispositif de prévention sur le portefeuille de prévoyance. Un premier scénario dit pessimiste qui va considérer que l'écart est le plus faible possible, soit de 30 jours. Un scénario dit stochastique dans lequel l'écart sera tiré aléatoirement entre 30 et 60 jours. Et un dernier scénario dit optimiste dans lequel on va considérer que le plan de prévention s'est avéré très efficace. Donc, la durée d'un arrêt de travail est une grandeur non négligeable dans l'étude du maintien en incapacité. Dans cette optique d'observation des arrêts longs à prévoir, le critère utilisé sera l'espérance de maintien en arrêt de travail que je vous ai présenté précédemment, qui sera exprimé donc en nombre de mois. Et afin d'exprimer les résultats relevés pour chaque scénario, une métrique a été définie. Elle permet de mesurer la différence entre l'espérance résiduelle initiale et l'espérance résiduelle mesurée pour chaque scénario. Donc, cette métrique, elle est calibrée sur l'ancienneté dans l'État et elle s'observe donc par âge à la survenance. Donc, on remarque que l'application d'une stratégie d'accompagnement au retour à l'emploi a un effet positif dans les 3 cas, puisqu'on observe systématiquement un gain sur l'espérance de maintien en arrêt de travail et en particulier sur le dernier scénario. Donc, le critère de l'espérance de maintien résiduelle est particulièrement intéressant car il permet également de mesurer un gain sur les provisions mathématiques. En effet, ce critère, il représente le coefficient de provisionnement sans effet d'actualisation. Donc, l'observation des résultats par âge permet alors de prédire quelques constats intéressants sur l'impact en matière de provision mathématique. Donc, par exemple, les 2 schémas ci-contre présentent les résultats pour les personnes âgées de 50 ans sur les scénarios pessimistes et optimistes. Donc, on voit que sur les 4 premiers mois d'ancienneté dans l'État, l'espérance résiduelle diminue directement avant d'augmenter du 5e au 9e mois d'ancienneté. Donc, cette observation, elle permet de mettre en évidence le fait que la réduction des durées des arrêts de travail relatifs aux risques psychosociaux permet certaines transitions en termes de duration en arrêt de travail. Certains arrêts de longue durée vont devenir des arrêts courts et l'assureur va provisionner davantage de petits sinistres au début. Puis, au fur et à mesure, les provisions vont avoir tendance à diminuer sur les arrêts de longue durée qui sont les plus coûteux. Donc, l'utilisation d'avis d'experts dans la modélisation des phénomènes de durée permet la prise en compte d'un grand nombre de connaissances démographiques, environnementales ou encore comportementales qui viennent enrichir l'étude. Néanmoins, ce type d'approche peut s'appuyer sur des affirmations subjectives et peut donc présenter un certain biais. L'étude présentée dans ce mémoire, s'appuyant sur le retour d'expérience de Rialto, des tests de sensibilité ont été mis en place afin de challenger les différentes hypothèses utilisées. Donc, commençons par challenger l'hypothèse au tirage aléatoire de la population sous risque à travers un test de sensibilité réalisé sur 10 000 simulations. Donc, à gauche, vous pouvez observer la distribution des gains dégagés sur les provisions mathématiques après application du dispositif de prévention pour chaque scénario.
Donc, on remarque que le troisième scénario dégage en moyenne un gain plus important pour les 10 000 simulations. L'observation du graphe montre que les différentes densités ressemblent à des lois normales, mais on peut remarquer visuellement un léger décalage, en particulier sur le scénario 1, d'où l'intérêt de réaliser un test de normalité. Donc, celui qui a été utilisé ici est celui de Kolmogorov-Smirnov et qui permet de valider le fait que les densités peuvent être assimilées à des lois normales. Donc, par ailleurs, un test de convergence a été réalisé et montre que pour les 3 scénarios, les résultats se stabilisent assez rapidement à partir de 3000 simulations. Mais comme l'intérêt ici était de prendre un grand nombre de simulations pour vérifier vraiment la fiabilité de l'utilisation de l'avis d'expert dans la modélisation. Donc, par ailleurs, il est intéressant de noter que les scénarios réalisés en local mettaient environ 27 heures à tourner, ce qui représente un temps précieux opérationnellement parlant. Ainsi, un processus de parallélisation des codes implémentés a été mis en place pour rendre le traitement plus performant et a permis de diviser par 2 le temps de calcul, ce qui est particulièrement intéressant lorsqu'on adopte une vision terrain. Donc, ces différents tests de sensibilité ont également permis de construire des intervalles de confiance correspondant à des intervalles de gain dégagés par la stratégie de prévention sur les provisions mathématiques de notre assureur. Donc, vous pouvez visualiser ici un intervalle de gain pour chaque scénario. Donc, d'autres tests ont été réalisés en faisant varier la proportion d'individus en arrêt de travail pour cause de risques psychosociaux. Donc, ces analyses ont été réalisées sur les 3 scénarios, toujours avec 10 000 simulations, afin de mesurer également la sensibilité du modèle aux variations des 2 hypothèses. Donc, vous pouvez visualiser ici les résultats des 5 tests de sensibilité, donc, qui sont exprimés par rapport à la moyenne des 10 000 simulations réalisées. Et elles ont surtout pour objectif d'observer à quel point le gain sur les provisions mathématiques peut être dégradé pour des taux plus faibles. Puisqu'en théorie, il est assez logique que diminuer cette proportion devrait faire augmenter les provisions mathématiques. Donc, on remarque que le dernier scénario est plus sensible que les autres à la proportion d'individus sur laquelle la stratégie de prévention est appliquée, mais les écarts mesurés restent peu significatifs sur les 10 000 simulations. Ainsi, les tests de sensibilité aux avis d'experts confirment la fiabilité des résultats concernant l'impact de la stratégie de prévention sur la duration en arrêt de travail et permettent d'affirmer qu'un plan d'accompagnement au retour à l'emploi est une bonne stratégie de prévention des risques psychosociaux dans le mécanisme d'atténuation de l'absentéisme. Néanmoins, ce plan d'accompagnement au retour à l'emploi va proposer plusieurs actions de prévention qui vont différer d'un individu à un autre. Mais encore, les risques psychosociaux ont la particularité d'être des risques émergents. En d'autres termes, il est primordial de suivre l'évolution de ces risques pour pouvoir réadapter le dispositif de prévention en cas de changement de comportement des assurés. C'est pourquoi une dernière étape consiste à piloter la stratégie de prévention. Donc, de manière générale, l'espérance de gain est un indicateur de rentabilité très intéressant pour estimer ce qu'un acteur peut espérer dégager en rentabilité en fonction des coûts de mise en place, des coûts liés au risque ou encore des probabilités d'occurrence. Donc, il a été vu précédemment que l'espérance de maintien résiduel permettait d'estimer un gain sur les provisions mathématiques des assureurs. Donc ici, le calcul a été refait en prenant en compte les effets d'actualisation afin d'obtenir une estimation précise des gains réalisés sur les provisions mathématiques. Donc tout d'abord, un scénario central a été construit dans lequel les provisions ont été calculées à partir du taux technique de l'organisme d'assurance. Et ensuite, un scénario en temps de crise a été implémenté avec un taux technique correspondant à celui du 30 octobre 2020 et qui correspond donc à un taux relativement bas. En fait, la crise sanitaire, c'est vrai qu'elle a eu pour conséquence une baisse des taux qui a poussé les assureurs à revoir leurs provisions à la hausse, ce qui a eu tendance à dégrader leurs contrats. Donc, sur le premier graphique, on peut mesurer l'impact de la chute des taux sur les provisions mathématiques des assureurs. Maintenant, on applique notre stratégie de retour à l'emploi aux 27% d'arrêt de travail relatifs aux risques psychosociaux. Et les résultats sont donc visibles sur le schéma de droite. Et on se rend compte que finalement, l'application du plan de prévention a permis de compenser les pertes liées à la crise, voire même de gagner environ 3% sur les réserves des assureurs. Donc l'application du plan de prévention a donc un effet positif sur les provisions des assureurs. Il est à noter que cette analyse a été réalisée en conservant une proportion d'individus exposés aux risques psychosociaux à 27%. Et pourtant, vu les circonstances actuelles, ces 27% devraient justement minimiser le gain sur les provisions mathématiques, puisque dans la réalité, cette proportion avait dû
considérablement augmenté en 2020. En théorie, il existe d'autres indicateurs de rentabilité pour mesurer l'impact d'une stratégie de prévention, donc notamment des indicateurs d'aide à la décision, par exemple, qui vont prendre en compte l'investissement à allouer au dispositif, mais ces indicateurs peuvent poser quelques problèmes d'éthique. En effet, il faut garder en tête qu'on parle de risques relatifs au mal-être des individus qui ont des conséquences assez graves. Donc, investir sur la prévention de ces risques peut représenter plus un devoir qu'un facteur économique dans certains cas. Néanmoins, il existe des indicateurs de suivi qui permettent de déceler et de suivre l'efficacité d'un plan de prévention. Donc, ils sont donc indispensables au bon pilotage de celui-ci. Donc, pour vous présenter un exemple, un indicateur qui a été utilisé dans le cadre de mon étude, c'est le score de bien-être au travail, donc nommé WHO5 de l'OMS. Donc, ce score, c'est une échelle générique de mesures de bien-être au travail validée par un panel d'experts qui repose sur 5 items recouvrant 2 grands objectifs. D'une part, mesurer le bien-être psychologique et d'autre part, détecter l'anxiété et la dépression. Donc, ce score est calculé toutes les 2 semaines pour un suivi assez régulier et les entreprises peuvent alors l'utiliser dans un tableau de bord alimenté par une base de données comportant les réponses aux questions afin de déceler les points faisant diminuer le score, les potentiels dispositifs de prévention à envisager et l'efficacité de certaines actions préventives. Donc, il s'avère que les données de la DARES comportaient toutes les variables permettant de calculer le score de bien-être au travail par profil d'assuré. Et donc, comme pour les risques psychosociaux, une maquette de calcul a donc été réalisée et vous pouvez visualiser les différents scores de bien-être au travail par profil. Et donc, vous pouvez remarquer que globalement, les hommes semblent plus heureux que les femmes en entreprise. On pourrait imaginer un autre indicateur qui serait construit à partir de ce même score de bien-être. Donc, par exemple, un indicateur d'alerte. Donc, pour illustrer, j'ai entouré sur le graphique précédent les scores de bien-être au travail correspondant au profil d'individus similaires aux membres de mon jury de mémoire. C'est quand même eux qui m'ont donné le titre, donc je leur fais un petit clin d'œil. Et donc, le principe de l'indicateur d'alerte est assez simple. Si ces 3 individus calculent le score de bien-être et que celui-ci se trouve en dessous des références de la population, alors l'indicateur va alerter d'un besoin de réadaptation de la stratégie de prévention. Donc, cette démarche opérationnelle, elle a vraiment permis de montrer comment évaluer l'impact d'une stratégie de prévention sur le mécanisme d'atténuation de l'absentéisme. Mais comme tout travail de recherche, cette étude présente certaines limites et possibilités d'approfondissement. Donc, la première limite de l'étude se trouve dans la donnée, bien sûr, puisqu'il y a un manque de données sur le sujet chez les organismes d'assurance. Il y a également un manque de visibilité, car très peu d'études concrètes sont réalisées sur le sujet. De plus, la quantification des impacts reste une limite très importante qui peut présenter un biais difficile à estimer concrètement. Par ailleurs, on peut quand même identifier plusieurs opportunités qui permettent vraiment de confronter les recherches internes avec une réalité opérationnelle. Donc, tout d'abord, une première ouverture via l'enrichissement de la donnée par l'open data, puisque certains acteurs du secteur public mènent des enquêtes qui peuvent venir compléter les approches actuarielles et les enrichir. Par ailleurs, ce mémoire montre que si certaines étapes de la modélisation vont avoir tendance à prendre plus de temps avec ces nouvelles données, il existe aussi des méthodes d'optimisation des performances de process qui font que les actuaires sont capables d'adapter leurs travaux de recherche à une réalité terrain. 2 autres ouvertures sont également envisageables. Donc, la première concerne l'impact de la saisonnalité du portefeuille d'assurance sur l'efficacité du dispositif de prévention. En effet, dans le portefeuille que j'ai étudié, il était assez remarquable que les mois de janvier et de septembre étaient ceux qui comptabilisaient le plus d'arrêts de travail. Ce qui peut amener à se demander si on observerait un impact plus significatif si on appliquait un plan de prévention avant le mois de janvier plutôt qu'en mars, par exemple. Enfin, on pourrait envisager la construction d'indicateurs pour aller plus loin dans les process de pilotage des risques psychosociaux. Donc, c'est ce qu'a fait l'OMS à travers les indicateurs de santé mentale dont nous avons parlé un petit peu au début de la présentation. Mais c'est également ce qu'a fait Rialto, donc notre expert, en construisant un indicateur à partir de leur base de données historique qui correspond à un ratio allant de 1 à 6, qui, après analyse d'un portefeuille d'assurance, va estimer le gain généré sur les provisions mathématiques pour 1 € de prestation.
Donc voilà, c'était une liste un peu non exhaustive des possibilités d'ouverture, hein. C'est vraiment un travail introductif sur le sujet. Peut-être qu'avec le temps, il y aura d'autres études, pourquoi pas. Mais donc finalement, pour renforcer efficacement les offres de prévention, ne serait-il pas pertinent d'envisager un rapprochement entre les acteurs du secteur privé et ceux du secteur public? Je vous remercie pour votre attention et je vais regarder dans le chat les différentes questions que vous avez pu poser. Alors, je ne vois pas de questions. Je ne sais pas si c'est normal. Si tu veux ouvrir un espace questions. Personne n'a de questions. Alors, comment pensez-vous que le RGPD doit être mis en compte dans cette approche? Alors, le RGPD est une... merci déjà, Andrea, pour ta question. Donc, le RGPD c'est une question importante qui est assez sensible parce que, en fait, c'est vrai que ces données externes, on pourrait évoquer le manque de fiabilité dans le sens où les questions sont assez sensibles et tout le monde n'a pas forcément envie de partager son ressenti sur le sujet. Donc, effectivement, il y a certains acteurs qui parlent même de fraude aux risques psychosociaux par moment. Donc, c'est vrai que c'est une question qu'il faudrait approfondir et qui rentrerait totalement dans les ouvertures possibles du sujet. Quelle spécificité pour les TNS selon vous? Vous voulez dire les... excusez-moi, j'ai perdu le fil. Les TMS plutôt, je pense. Hein. Donc oui, pour les Ah, d'accord, ok. Les travailleurs non salariés. Alors, dans le volet de la DARES, il y avait, dans l'enquête de la DARES, il y avait un volet spécifique à ce type de travailleurs. Hein. Ils étaient comptés parmi les catégories socioprofessionnelles, hein, puisqu'il y avait un découpage vraiment général et il y avait un découpage un peu plus détaillé. Et il faudrait aller regarder les statistiques parce que c'est vrai que moi, je me suis plus basée sur les cadres et non-cadres, mais je vous renverrai du coup à l'étude CT-RPS 2016 de la DARES et de l'INSEE si vous voulez en savoir plus. Alors, avez-vous mesuré le coût des mesures par rapport aux gains ultérieurs? Alors, Monsieur Caraco, bonjour. Merci pour votre question. Alors, quand vous dites, avez-vous mesuré le coût des mesures par rapport aux gains ultérieurs? Alors, en fait, il faut savoir que le coût des mesures, il sera que du côté de l'entreprise, en fait. Puisque nous, on va juste, en tant qu'actuaire, je veux dire, on va apporter surtout notre expertise et notre maîtrise du risque, mais le coût de la prévention est à la charge de l'entreprise. C'est ce qui rend le modèle assez intéressant également, puisque sur le graphe que j'ai présenté du coup précédemment, avec les variations sur les provisions mathématiques, du coup, le coût du dispositif n'engendrait pas les résultats puisqu'il était à la charge de l'entreprise. Alors, félicitations pour votre... Alors, Monsieur Kéré, du coup, bonjour et merci pour votre compliment. Alors, une telle étude pourrait-elle être transposée sur d'autres sources d'absentéisme, TMS, facteurs médicaux plus objectivables? Alors, tout à fait. Je pense que ça pourrait être intéressant parce qu'il y a aussi des statistiques sur le sujet. Donc, lorsque j'avais fait mes recherches sur les TMS, effectivement, il y en a aussi bien chez Rialto qu'à la DARES. C'est les troubles musculo-squelettiques, c'est vraiment des troubles aussi qui sont très fréquents, qui touchent énormément de gens. J'ai plus les chiffres exacts, mais je me souviens qu'on n'était pas loin des chiffres sur les risques psychosociaux. Sur l'enquête de Rialto de 2019, il y avait, il me semble, à peu près 20% des arrêts travail qui étaient pour cause de troubles musculo-squelettiques, ce qui est quand même assez énorme. Donc, effectivement, ça pourrait être très intéressant de décliner ça. Alors, pour le pourcentage, donc Monsieur Baudier, bonjour, pour le pourcentage d'entreprises qui ont mis en place des méthodes de prévention, alors il faudrait consulter le mémoire où j'ai détaillé ça parce que, en fait, vous avez un graphique dans le mémoire par rapport au nombre d'actions qui ont été mises en place. Donc, vous pourrez voir aussi par rapport aux entreprises du secteur public et du secteur privé combien d'actions de prévention ont été mises en place.
Et s'il s'agit de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Donc, par contre, vous noterez un constat qui était vraiment flagrant, c'est que la prévention primaire, on n'en applique presque pas à l'heure actuelle. On va plutôt être sur des dispositifs de prévention secondaire et tertiaire. Alors, une question sur la DSN. Donc, la DSN n'était pas exploitée dans ma base de données, effectivement. Et pourtant, c'est un sujet très intéressant qui pourrait vraiment affiner mon étude. Je suis totalement d'accord. On pourrait rajouter ça aussi dans les ouvertures. Alors, sur les données frais de santé, bah, je ne les avais pas à disposition, malheureusement. Mais effectivement, aussi, c'est une très bonne piste. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. J'espère avoir oublié personne. Alors, donc pour la question de Monsieur Gébari, donc avez-vous connaissance d'approches statistiques économétriques permettant de calibrer le nombre de gains de jours d'arrêt de travail suite à une action de prévention au lieu d'un dire d'expert? C'est une excellente question que je me pose encore, hein, malheureusement. En fait, pour répondre à cette question, il faudrait disposer d'une base historique dans laquelle on aurait appliqué un plan de prévention et d'un échantillon sur lequel on n'aurait pas forcément appliqué le plan de prévention. Et c'est un sujet qui reste encore trop précoce. Pour l'instant, on n'a pas du tout de visibilité en fait sur ce type de données, et donc on va avoir du mal à définir une telle approche statistique. Et donc c'est pour ça que je disais que c'était une des limites de mon mémoire, puisque l'impact du dispositif de prévention est encore à ce jour difficilement estimable de manière vraiment quantitative avec une vraie approche statistique. Alors, une question. Ah, alors oui, effectivement, j'ai laissé échapper une question. Donc pouvez-vous nous réexpliquer l'impact du Covid sur votre analyse? Donc, il n'y a pas. Alors, il me semble que vous devez parler du coup de ça. Donc, je vais réexpliquer. En fait, lors de la Covid, au niveau du taux technique qui était appliqué sur le calcul des provisions mathématiques, en fait, ce taux technique était bien plus bas puisqu'on était en période de crise, même si on était déjà dans une situation de taux bas avant. Et donc, du coup, cette baisse des taux, elle a eu tendance à faire en sorte que les assureurs revoient leurs provisions à la hausse, puisque les contrats pouvaient subir une certaine dégradation. Et en fait, moi, mon exemple, c'était vraiment de montrer, est-ce que lorsque j'applique une stratégie de prévention des risques, je peux gagner sur mes réserves, donc sur mes provisions mathématiques, malgré le fait que nous soyons en crise et donc que le taux technique a fait augmenter les provisions mathématiques. Et donc, j'ai simulé ce scénario-là en temps de crise. Et donc, vous pouvez voir du coup sur le schéma vraiment ici que finalement, effectivement, malgré la chute des taux et donc la hausse des provisions mathématiques, l'application du dispositif de prévention permet de générer des gains sur les provisions mathématiques. Voilà, j'espère que j'ai été claire sur la réponse à ma question. Merci beaucoup. Merci pour vos divers compliments. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres suggestions, remarques. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est à mon tour de vous remercier d'avoir participé au jeu, de m'avoir écouté, de remercier aussi l'Institut des actuaires pour cette présentation et la valorisation de mes travaux. Et c'était vraiment un plaisir de partager avec vous ce travail vraiment passionnant. Et j'espère qu'il en inspirera certains d'entre vous à continuer à faire vivre ce type de sujet sur la prévention des risques.
Et bien sûr, je vous souhaite une très bonne journée à tous.